live, c'est sur la Kanaki. Sur la Kanaki, mais pas seulement, on a tenu ce soir à être également entouré d'autres militants, d'autres frères et sœurs qui sont dans des autres pays, des pays qui sont encore sous domination coloniale. Aujourd'hui, je vais co-modérer. J'ai la chance de co-modérer avec notre frère Dani Almeida. Il vient du Gabon, vous le connaissez bien sur Afrique Résurrection, surtout ici sur TikTok, puisque Dani, tu as beaucoup de succès sur TikTok. Tu es connu pour tes chroniques politiques sur Afrique Résurrection. Tu es d'ailleurs analyste politique. Ce soir, on reçoit des militants qui vont intervenir dans ce live, qui sont déjà avec nous. C'est des personnes qui marquent leur temps. C'est vraiment des personnes pour qui j'ai un immense respect et c'est une grande fierté de vous recevoir ce soir sur Afrique Résurrection. Je vous rappelle que donc on est ici, pour ceux qui viennent juste d'arriver, pour parler de la Kanaki, qu'on appelle la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça qu'elle était appelée à l'époque par les colons, qui étaient en pleine conquête dans le Pacifique. La Kanaki, donc, c'est une archipel de plusieurs îles, et ça brûle actuellement en Kanaki à cause de cet état colonial, la France. C'est le vote du dégel électoral qui a ouvert donc la possibilité à davantage de Blancs, de Français de participer, mais aussi de se faire élire dans l'archipel, qui a provoqué des soulèvements, en tout cas qui a amplifié des soulèvements, parce qu'en réalité, ça faisait déjà 6 mois qu'il y avait beaucoup de tensions, en tout cas qu'il y avait une forte activité militante. Après, ça fait des dizaines d'années que la lutte des Kanaks, que la lutte en Kanaki est bien présente. En réalité, il y a toujours eu des mouvements de résistance plus ou moins grands, d'ailleurs, depuis l'occupation française. Ça fait depuis 1853, donc ça fait depuis 170 ans. Et donc, avec le vote de cette loi, tout s'est amplifié. Il y a eu évidemment aussi les commémorations début mai pour Tjibaou, le leader indépendantiste kanak. Et donc, comme ce que je vais peut-être rappeler avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, c'est que comme Afrique Résurrection est vraiment suivie partout sur le continent, partout dans la diaspora, il faudra qu'on fasse pas mal de rappels historiques. C'est important pour les gens qui puissent se recentrer. Donc, il faut éviter, par exemple, toutes les abréviations. Pour toutes les personnes qui nous suivent, par exemple ici au Bénin, les personnes qui sont au Congo. Je fais un grand bonjour à tous mes frères et sœurs du Congo, mon pays que j'adore, où je ne suis pas malheureusement, mais en tout cas je sais que vous nous suivez de partout, vous nous suivez du Sénégal, vous nous suivez évidemment dans la diaspora. Et donc moi je tiens vraiment encore une fois à rendre hommage aux personnes qui sont extraordinaires, qui sont avec nous ce soir. Ce sont des militants, c'est des personnes qui savent vraiment ce que c'est que le sens du sacrifice, des personnes qui sont en première ligne. Et donc, c'est une grande fierté parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir discuter avec des personnes qui ont fait des choix de vie, qui savent vraiment ce que c'est que de prendre des risques aussi. Parce qu'à long terme, je pense que si on ne le fait pas tous, on ne va pas pouvoir réellement s'en sortir. Je vais remercier déjà nos deux frères qui sont avec nous, qui sont derrière le compte de Romuald. C'est Romuald et Roch qui nous viennent donc de Kanaki. Roch Aokas, il est 3e vice-président de l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, et Romuald Pidjo, qui est 2e secrétaire général adjoint de l'Union calédonienne, et il est membre du bureau politique du FLNKS. Vous allez vous présenter un petit peu plus en profondeur tout à l'heure, mais il y a également notre sœur Djé Hassani. Ça, c'est vraiment un exemple de détermination. C'est une force exceptionnelle pour ce combat. Merci beaucoup, ma sœur, d'être avec nous ce soir. Avec notre frère Joey, qui est également exceptionnel. Vous avez fourni un travail en profondeur, un travail de fond. Ça fait plusieurs années que vous vous battez. Vous êtes en Martinique, vous impulsez vraiment un changement profond. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et donc, c'est crucial qu'on puisse avoir des personnes comme vous. Jay, on te connaît, Joey aussi, on te connaît parce que il y a eu ces gestes extrêmement symboliques. Vous avez débarrassé l'espace public de ces colonisateurs là qui étaient sur des statues. Vous les avez, vous n'étiez pas seul évidemment, mais vous faites partie des leaders qui ont impulsé notamment tous ces déboulonnages de statues. Joey, tu es avec nous, tu es aussi la figure d'Urgence panafricaniste en Martinique. Tu es le coordonnateur d'Urgence panafricaniste de notre organisation, je le rappelle, qui a été fondée par Kémy Séba. C'est une grande fierté de t'avoir aussi avec nous ce soir. En tout cas, je vois que ça monte, on est 463 déjà. Donc Xavier Nelson, il vient de la Guyane. Je le disais, il est militant de Urgence panafricaniste, il est enseignant, il est aussi fondateur d'un média qui est dédié à la Guyane et à ses cultures, c'est Quack Média. Il est aussi membre de l'équipe de communication du député Jean-Victor Castor, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, qui a pris des positions notamment à l'Assemblée nationale française, on s'en rappelle, des discours qui étaient importants, des discours coup de poing.
et il est l'un des fondateurs du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, MDES, qui est donc en Guyane. On va rester d'ailleurs en Guyane, même si tu n'es pas en Guyane ce soir, ma sœur Safia, tu as quitté la Guyane depuis un petit temps. Tu nous parles. Est-ce qu'on peut dire d'où tu nous parles ou pas? J'ai déjà dit William Ruto. Au Kenya. Voilà, Safia, elle est au Kenya. Vous la connaissez évidemment que vous connaissez. Mon cœur est là. Mon cœur est toujours là. Il sera toujours là. En tout cas, sur TikTok, c'est obligatoire. De la Guyane. Elle amène toute sa communauté avec elle. C'est vraiment une des personnes qui est les plus suivies sur Afrique Résurrection. Safia, qui est chercheuse en histoire et culture africaine. C'est un très très grand bonheur de t'avoir aussi ce soir avec nous, parce que je sais qu'il y aura des interventions super pertinentes. Juste, Xavier, on ne sait pas comment activer sa caméra. Xavier, c'est en bas à gauche. Il y a marqué caméra. Tu peux l'activer. Non, mais c'est mort puisque il me dit que je ne pourrais me connecter qu'en audio. Okay. J'ai exactement le même message. Hein. Je suis boycotté là sur TikTok. Ça, c'est très dommage. Ça, c'est vraiment très dommage. C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés, plutôt. Ah, c'est parce que vous n'avez pas assez d'abonnés. Ah, voilà. on est désolé. Désolé pour vous. Les nouveaux. Bon, au moins, il y a votre photo. TikTok, merci. Hein. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec TikTok. OK. Ce sera notre première expérience. Bon, en tout cas, on vit un moment qui est particulièrement historique. Pourquoi c'est historique? C'est parce que maintenant, alors qu'on avait eu évidemment ces grandes luttes indépendantistes, pour l'indépendance des pays africains, des indépendances qui n'en sont pas en réalité, ça on le sait, mais en tout cas on a eu des grands leaders qui nous inspirent jusqu'à aujourd'hui, qui ont vraiment insoufflé ce souffle panafricain, ce souffle du souverainisme, ce souffle des indépendances. Ils ont quand même laissé derrière eux quelque chose de très très fort, un grand héritage qui continue à vivre en nous, et on le voit concrètement dans les faits. Il y a pour l'instant, et c'est pour ça que je parlais de ce moment historique, on est à un moment T en réalité. On a le Mali qui s'est levé, on a le Niger qui s'est levé, on a le Burkina Faso, il y a d'autres pays, on espère qu'ils vont rapidement rejoindre. Et en réalité, quand on voit ce qui est en train de se passer en Kanaki, on comprend que ça prend encore une ampleur considérable. Ce non à la France, ce non à cet empire colonial, il est bien présent. Et on espère vraiment que déjà, il va y avoir une détermination qui va permettre à ce que ces luttes puissent aboutir à des réelles indépendances, à la réelle indépendance de la Kanaki. Pas seulement le fait de boycotter cette loi, mais également d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, faisant du coup vibrer le combat de tous nos frères et sœurs Kanak, qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, on l'a déjà dit, mais également cet écho, cette réverbération sur les autres pays qui sont actuellement sous domination française, qui sont appelés des territoires, des départements d'outre-mer, et on espère en tout cas qu'il va y avoir une forte unité, parce que cette souveraineté et cette indépendance, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, et elle est tout à fait possible en réalité. Je pense que c'est des débats qu'on va pouvoir avoir ce soir, on va pouvoir en parler. Je vais peut-être directement demander à nos frères de Kanaki, et on va peut-être commencer avec toi, Roch. Quelles sont les toutes dernières nouvelles de la Kanaki? Est-ce qu'il y a un nombre de morts qui a augmenté, le nombre de morts officiels? Parce qu'en réalité, quand on a vu tous les corps qui sont dans la rue, on a du mal à croire qu'il y a eu seulement 4 personnes qui ont pu décéder. Le nombre de militants aussi qui ont été arrêtés, on parle de plus de 200. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce chiffre? Et aussi tous ceux qui ont été déportés vers la France, qui ont été enlevés en réalité et puis déportés vers la France. Il y a aussi la visite de Macron. Est-ce qu'on peut faire un petit point, Roch, pour l'instant, avec pour évoquer tout ce qui est en train de se passer pour l'instant? Oui, merci. Merci pour cet échange et merci pour la solidarité. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est il y a eu qu'on appelle ça un lever de certains barrages. Donc, il y a toujours d'autres barrages qui sont installés, filtrants. Et il y a toujours de la mobilisation et de la tension localement. Mais c'est un peu moins que la semaine dernière. En tout cas, sur Nouméa, les gens continuent à circuler. Et puis, il y a toujours le problème de ravitaillement des magasins pour les personnes qui ont été brûlées, tout ça. Ravitaillement en essence et tout ça. Et par rapport au nombre de décès, on nous annonce officiellement 7 dans 2 gendarmes. Et on pense qu'il y en a un peu plus.
Donc, il y en a qui parlent d'une vingtaine. Parce qu'il y a des gens qui sont encore au niveau de la morgue en attente d'identification. Il y a encore des enfants qui sont encore disparus. Je parle d'enfants parce que c'est une révolution populaire qui a embarqué beaucoup de jeunes des quartiers populaires. Donc, c'est principalement des jeunes, moins de la trentaine. Donc, en termes de décès, les chiffres ne sont pas clairs. En termes de, qu'on appelle ça, de prisonniers, ils sont un peu plus de 300. Dans certains, alors il faut savoir que la prison de Nouméa est déjà en sursaturation. Donc on a 600 prisonniers pour 400 places. Donc c'est toujours des éléments dont on n'a pas la confirmation. C'est que certains seraient envoyés sur Paris. Donc on est en train de travailler avec nos camarades pour savoir comment, sous quel prétexte, sans jugement, les jeunes sont envoyés et puis dans quelles conditions ils vont être jugés. Savoir qu'on est dans une situation de lutte anticoloniale et ce n'est pas une émeute de quartier, quoi. Et puis, donc, extrait sur Paris, mais aussi sur Tahiti, l'île française, aussi une autre colonie française du Pacifique. Donc, nous qui sommes ici, donc on est bloqués parce qu'il n'y a toujours pas d'avion qui permet de rentrer. Et donc, du coup, on a des informations un petit peu au compte-gouttes le soir, quand on est en relation avec nos camarades et nos familles aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette visite-là du président des Français? Bonsoir, c'est Romuald. Bonsoir, Romuald. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma sœur. Oui, Cambroc, hein, merci pour la tribune que vous nous offrez et puis d'être avec nous dans le combat. Alors, le président est venu en Nouvelle-Calédonie, j'ai envie de dire qu'il a fait du Macron, quoi. Donc, il n'a pas pris en compte, pas assez pris en compte tout ce qui s'est passé, pas assez pris en compte les erreurs qu'il a pu faire. Les mobilisations, les morts, parce qu'on a trouvé que la réponse qu'il a donnée, elle était très, très limitée. Nous, on avait demandé qu'il fallait retirer le projet de loi constitutionnel qui dégèle le corps électoral, celui qui est la cause de tout le conflit qui nous oppose. Donc, on avait demandé au président de retirer ce texte qu'il a voulu faire passer en force via son ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Et qu'est-ce que le président nous a dit? Il nous a dit, non, je ne vais pas retirer le texte, vous avez encore 1 mois pour travailler. Mais si vous voulez, avec ce texte, les dés sont pipés parce que le texte donne le droit de vote déjà aux natifs. Donc sur ce point-là, on n'a pas de problème. Et là où c'est problématique pour nous, c'est sur la condition de résidence de 10 ans. Donc nous sommes un pays en voie de décolonisation. Et si on permet aux gens, après 10 ans de résidence, de pouvoir voter, on met fin à ce processus de décolonisation. Donc le président, on est très déçu, mais pas étonné de sa réaction parce qu'on voit déjà comment il traite son propre peuple en France. Donc il a essayé de faire pareil avec nous. Je pense que on avait espéré que sortir de là dans une configuration gagnant-gagnant, mais non, le président semble vouloir plutôt nous écraser et ne pas vouloir sortir de la situation dans un format gagnant-gagnant. Romuald, j'ai une question sur ce que tu viens de dire. Bon, nous connaissons tous le gouvernement de Macron. Bon, imagine ce scénario, Macron décide de vouloir passer en force sa loi. Est-ce que vous, en tant que peuple kanak, vous avez élaboré une stratégie dans le long terme? Parce que là, je t'entends dire, vous souhaitez sortir de cette crise gagnant-gagnant. Mais nous savons tous qu'avec la France, il n'y a jamais de gagnant-gagnant. C'est un gagnant et un perdant. Et nous voyons la réalité en France avec les 49-3.
il s'impose par la force et par la violence. Bon, est-ce que vous avez élaboré des stratégies dans le long terme pour sortir de cette crise afin que vos voix, les voix de la population kanak soient entendues? Comment dire, bon, déjà, s'il passe en force, faudrait qu'il ait une majorité de 3/5 au Congrès de Versailles, donc il doit voter la loi, une majorité qualifiée, et ça, c'est pas gagné. Donc, on sent qu'il essaye de faire marche arrière, mais malgré tout, il veut pas perdre la face, donc il essaie quand même de s'imposer. Sur ce qui est clair, et ce qu'a démontré le peuple, c'est qu'on n'acceptera pas ce passage en force. Donc ça, c'est clair. Sur la stratégie comment dire, à mettre en place dans le cas d'un passage en force, là, si vous voulez, on était dans ce qu'on appelle la phase 2,5. On n'est pas allé au maximum de ce qu'on pouvait faire. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui parce que forcément une stratégie ça se dévoile pas parce que sinon l'ennemi s'en sert contre nous, mais on peut aller encore plus loin. L'unité là qu'on ressent, on ressent beaucoup en fait, tous les territoires, tous ces départements considérés comme départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer par la France et dont on espère qu'il y aura vraiment une indépendance administrative, politique, etc. très rapidement. Il y a un collectif d'avocats de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane qui se sont mis vraiment à la disposition gratuitement des Kanaks qui sont accusés, qui sont maintenant déportés, emmenés en France pour être peut-être jugés. On verra comment ça va se passer. Il y a aussi des Kanaks qui ont disparu, on le rappelle. Et donc, cette solidarité-là qui existe entre tous les pays, est-ce que ça peut être... alors, je pense que du coup, je vais donner la parole à notre frère Xavier, puisque toi, tu as participé notamment à un live très intéressant qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a vraiment donné la parole à ce collectif d'avocats qui vient de tous ces pays-là qu'on vient de citer. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Comment est-ce que ça va s'organiser? Et comment est-ce que c'est perçu ensuite par les militants en Kanaki? Alors, c'est vrai qu'il y a une belle organisation qui a été mise en place et bon, ce sont toujours les avocats qu'on a l'habitude d'avoir dans le militantisme qui ont pris très vite fait et cause pour ce qui se passe. Et comment ça a été perçu, en tout cas durant la réunion que nous avons eue mercredi, les frères de Kanaki étaient du FLNKS, notamment, Front de Libération Nationale de la Calédonie, je crois, étaient assez enthousiastes par rapport à ces dispositions qui ont été prises et par rapport à cette solidarité qui se met en place. Et c'est vrai que c'est une solidarité qui va de soi parce qu'on se retrouve tous un peu en tant que personnes que l'on considère comme colonisées dans ce même combat, dans cette même difficulté, dans cette même répression qu'il y a à chaque fois qu'il y a une volonté de faire émerger des revendications. On est toujours pas dans un dialogue, mais à chaque fois toujours dans une répression parce qu'il faut faire taire les velléités d'autonomie, d'indépendance ou même simplement au-delà de ces grands mots, mais simplement de respect. À partir du moment où on demande du respect, parce qu'on ne leur demande pas de nous aimer, ça c'est clair, mais au moins de nous respecter, de respecter ce que nous sommes, eh bien, quelle réponse il y a? Souvent c'est une réponse judiciaire, souvent c'est une réponse, comment dirais-je, policière, et on a la chance, on va dire, dans nos territoires d'avoir des avocats qui spontanément font l'effort, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et puis il y a souvent aussi ces échanges, parce que parfois des avocats de Martinique viennent chez nous et vice-versa, et donc spontanément, ils ont proposé leur aide, ils ont proposé de prendre en charge ces choses-là. Et puis nous, au niveau de la population, on a aussi des choses à mettre en place, c'est-à-dire que ça va entraîner des frais pour ces avocats-là. Et donc, une solidarité doit s'organiser, et en tout cas est prévue, notamment par le MDES, pour pouvoir permettre de répondre aux frais, le MDES et l'UTG, pour pouvoir répondre aux frais qui pourraient impacter les avocats en question.
Jay, ma sœur, toi, tu as quel regard depuis que cette crise, on va dire, a commencé? Quand je dis une crise, on sait déjà que c'était en cours, mais comment est-ce que vous voyez, vous, en tant que militant depuis la Martinique, ce soulèvement qui prend de l'ampleur, cette réaction qui, euh, qui a lieu pour l'instant au Canada? Ben, on se sent forcément très concerné. Ça éveille même des choses chez nous. On a envie d'être, enfin, de retourner en fait les choses en même temps qu'eux parce que on se rend compte que ben, c'est en attaquant tous ensemble qu'on pourrait éventuellement avoir des résultats différents de ce qu'on a déjà connu, puisque c'est les révolutions, les soulèvements, ça va par vagues en fait dans chacun de nos territoires. Et c'est vrai on n'est pas tout le temps ensemble, mais après je sais pour l'avoir vécu que c'est quelque chose qui se prépare en vrai. Et il y a des conditions qui permettent aussi ben, certaines choses. Et moi, je me suis vraiment beaucoup renseignée sur la Kalaki. Il y a quelque chose dans ce qu'on a vécu, que moi je retrouve aussi beaucoup, c'est que ben, on accuse par exemple les Kanaks d'être anti-blancs. Nous, on nous accusait d'être anti-béquets. Et je trouve qu'on perd du temps quand on essaye de prouver notre humanité à des personnes qui en face de nous ne sont pas du tout humaines en fait. Et je trouve que on a tous les droits aujourd'hui d'être anti-blanc. Pas parce que le problème n'est pas que les gens sont blancs, ont la peau blanche, les cheveux lisses et les yeux bleus. C'est pas ça le problème en fait. C'est vraiment un problème de comportement. Et je pense qu'on pourra se permettre de ne pas être anti-blanc justement quand les blancs changent leur comportement en fait. Et on n'est pas encore, on n'est pas encore à ce niveau-là. On est toujours dans le système de suprématie blanche qui se renforce justement à chaque fois. Et ça doit cesser en fait. Pour moi, c'est le problème de base, c'est la suprématie blanche. On va essayer de chercher à gauche, à droite, on va dire c'est la politique, c'est pas autre chose que ça en fait. C'est toujours les blancs qui dominent et voilà, qui ne s'imaginent pas euh, vivre avec d'autres personnes si ce n'est pas en dominant en fait. C'est la condition de vivre avec les blancs, c'est si on accepte que les blancs dominent. Et pour moi, il n'y a pas de vivre ensemble dans ces conditions-là en fait. Et je trouve que les personnes qui aujourd'hui sont anti-ci, anti-ça, ont tous les droits de l'être en fait. Il ne faut pas avoir honte ni peur. En fait, on sait qui on est, on sait quelle est notre humanité, on sait quelle est notre lignée en fait. Et pour moi, c'est perdre du temps que de dire mais non, on n'est pas anti-blanc parce que c'est parce que ça. C'est non en fait. On sait très bien ce qu'on fait. Et on se dirige. Et je trouve que c'est là en fait où je vois les similitudes. C'est que tout de suite, c'est nous le problème. C'est nous qui avons, voilà, c'est les Kanaks qui sont anti-blancs, c'est les Kanaks qui sont les méchants, alors qu'ils sont dans un combat qui pour moi est totalement légitime en fait. Et finalement, c'est le moment de profiter. Tu viens de dire, Jay, on est à un moment T en fait. On est à un moment qu'il faut peut-être saisir pour justement aller plus loin dans ce qui a déjà été impulsé et espérer des résultats différents. Joey, toi, de ton point de vue, cette indépendance-là, au niveau de la Martinique, tu la vois comment? Déjà, je voudrais m'excuser auprès des Kanaks pour avoir mis autant de temps, entre guillemets, à me tourner vers eux. C'est vrai que lorsqu'on vit des choses sur nos territoires, on a commencé à démarrer la lutte de manière relativement nombriliste. Et c'est par la suite que j'ai compris que la convergence était importante. Ce pourquoi je m'acharne à essayer de me connecter à un ou deux frères de chaque colonie, j'ai envie de dire. Et comment je vois les choses, moi je pense que là, ce qui se passe chez les Kanaks, c'est une opportunité pour nous tous colonisés par la France, de joindre cette lutte et d'aller au bout, en fait, parce qu'il y a qu'une issue. C'est-à-dire que c'est eux ou nous. Donc pour moi, il faut que chacun de son côté joigne ce qui se passe chez les Kanaks et qu'on aille au bout de ça. J'ai pas envie d'utiliser des termes qui vont faire sauter le live, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut qu'on soit convergent et qu'on aille au bout. Je vous ai bien écouté, hein, monsieur Joe et ma sœur Jay. Mais je pense que la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie, ça concerne tout le monde. Ça concerne l'Afrique, parce que nous partageons les mêmes réalités. Nous avons été colonisés. Et à l'heure actuelle où je parle, nous sommes dans un processus de décolonisation. Lorsque nous regardons l'histoire de la Nouvelle-Calédonie,
La manière dont les colons se sont implantés en massacrant les populations, en tuant vos ancêtres, vos pères, vos arrière-grands-pères. Ils ont pillé vos terres. En réalité, moi, je ne sais pas pourquoi nous serions en train de discuter avec des gens qui ont pour ambition d'imposer une épuration ethnique. Vous massacrez, braquez vos terres, faites une forme de hold-up territorial afin de vous rendre encore plus minoritaire pour que vous n'ayez plus jamais, ne serait-ce que 1% de chance d'avoir un vote dans cette île. Moi, je ne sais pas pourquoi nous devrions discuter avec ces gens. Bon, je ne suis pas en train de vouloir pousser les gens à aller dans une forme de violence vis-à-vis de la France. Mais il faut être réaliste un tout petit peu, les amis. La France ne va jamais négocier avec les Kanaks. Ils ne vont jamais le faire. Ni demain, ni après-demain. Nous avons vu le discours de M. Emmanuel Macron. Il n'est pas allé à Kanak négocier avec vous. Il est simplement venu vous rappeler qu'il est le président de la France et vous serez contraint à un moment donné d'obéir à cette nouvelle loi qu'il va vouloir promulguer. C'est ça la vérité. C'est ça que j'ai posé la question tout à l'heure, il y a pratiquement 20 minutes. Est-ce que vous avez réellement une stratégie? Parce que je pense sérieusement que vous devriez vous préparer à celle-là. C'est mon point de vue, pour l'instant. Je te rejoins parfaitement parce que tu sais, il n'y a pas si longtemps, Macron a posé les pieds en Guyane. Et bon, il y avait un processus qui est initié, on va dire. Je vais le laisser au présent sur l'autonomie de la Guyane. Et Macron est arrivé et a posé ce valise. Bon, bien sûr, évidemment, des personnes conscientes n'attendent rien de cet homme. Mais on est toujours dans la même stratégie où est-ce qu'il s'agit de poser des choses, de diviser pour mieux régner, on va dire. Et son objectif, c'est pas d'aller dans le sens des populations qui veulent une émancipation, loin de là. Ça n'a jamais été son objectif et ce ne sera certainement jamais son objectif. Ce n'est pas l'objectif français, en fait. C'est le précaré français, la colonisation, c'est peut-être le pire colon qui ait pu exister. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, par exemple, si on parle de la Nouvelle-Calédonie, qui est le rapporteur du texte sur la Nouvelle-Calédonie? C'est un descendant de Bagnard, colon, le député Metzdorf, qui, quand il parle, dit « il faut arrêter de parler des Kanaks ». Parce que pour lui, la Kanaki n'appartient plus aux Kanaks. Pour lui, la Kanaki, c'est tout simplement, lui, il dit ça fait 7 générations, c'est lui qui va écumer les plateaux de télévision pour dire que il y a du racisme anti-blanc. C'est une stratégie volontaire pour pouvoir déshumaniser, en fait, pour dire tout simplement que les Kanaks on revient à ça, ce sont des sauvages. Quand Macron arrive et puis qu'il dit en Guyane, par exemple, il nous fait comprendre que, en fait, vous n'avez rien compris, vous êtes stupide, je vous donne 2 mois, toujours cette histoire de délai de mois, là, lui, c'est comme ça qu'il parle. Je vous donne 2 mois, je vous donne 4 mois, et puis vous allez travailler, et puis je vais voir ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit tout simplement, vous n'êtes pas capable, vous ne savez pas faire, et nous, on va faire à votre place. Cette infantilisation qui est constante, mais c'est même pas surprenant, sachant que il passe en force dans tout ce qu'il fait. Dans son pays à lui, il passe en force, et c'est sa méthode qu'il a dans tous les sens. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut même pas lui faire confiance. C'est surtout ça. Il ne faut pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Mais aussi, dites-moi, dans la population kanak, quelle proportion actuellement est pour l'indépendance? Est-ce que c'est tous les Kanaks qui veulent être indépendants ou il y a une minorité qui veut aussi rester dans le chemin français? Chez les Kanaks, on est à 40% de la population. Je pense que vous connaissez l'historique. Oui. On a un peu été définis pendant la période de colonisation directe. Mais nous, on peut dire que 99% des Kanaks sont pour l'accès du pays à la pleine souveraineté. Entre 97 90. Donc on le voit quand il y a des élections, des communes à majorité kanak, quoi. Et c'est les indépendantistes qui gagnent, quoi. Mais c'est vrai que je vais revenir à ce que disait la sœur tout à l'heure sur la question du racisme. C'est les 2 argumentaires qui nous sont opposés. C'est la question du racisme et puis la question de la démocratie. Les 2 éléments. Donc c'est démocratique, etc. Mais bon, vous connaissez l'histoire, la colonisation de peuplement, le fait que le Kanak a ouvert déjà le corps électoral par 3 fois, en 83, en Naville-les-Roches, en acceptant qu'on appelle les victimes de l'histoire de faire partie de la même communauté que nous, le même droit, même à l'autodétermination. 88, on a réouvert le corps électoral par rapport aux accords Matignon. Et 98, on a réouvert encore une fois par rapport à l'accord de Nouméa.
Donc, du coup, voilà, les 40% de la population, grande majorité, très grande majorité des Kanaks sont pour l'indépendance, mais il y a aussi des personnes qui viennent d'autres communautés et qui nous rejoignent. Et pour revenir sur la mobilisation qu'on a faite au pays le 13 avril dernier, on était plus de 60 000 personnes dans les rues de Nouméa. Ça veut dire qu'on est un peu plus que la population kanak, quoi, en tout cas sur le Grand Nouméa, à participer à cette mobilisation. Donc c'est vrai que nous, souvent, on est fatigué d'expliquer qu'on n'est pas raciste, qu'on peut construire un destin commun, mais à chaque fois, ça revient comme un boomerang. Et voilà, donc ces deux éléments qui nous opposent souvent, c'est la question, je répète, hein, le racisme et la question de la démocratie. Je, je, je vais rajouter ce que dit Roch donc, par rapport à la dynamique. Donc Roch dit que 99% des Kanaks sont pour l'indépendance. En 88, c'est-à-dire il y a près de 35 ans, ce chiffre était plus faible. On avait beaucoup de Kanaks qui étaient pour la France, pour le maintien dans la France. Je vais dire peut-être il y a 35 ans, ce chiffre situé aux alentours de 75%. Et qu'est-ce qu'on a fait en 35 ans? On a réussi à ramener tous les Kanaks avec nous dans le projet d'indépendance, mais on est allé plus loin, on a réussi aussi à convaincre les autres. Donc ça, c'était le projet de nos anciens, de nos vieux. En Roch vous dit qu'en 83, les responsables kanaks ont décidé d'accepter que ceux qui sont venus contre leur gré, les colons qui sont venus contre leur gré, ce que nous on appelle chez nous les victimes de l'histoire. Donc nos vieux kanaks, ils ont accepté que ces gens-là fassent avec nous le peuple de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et c'est ces gens-là qu'on doit aller chercher. On n'a pas réussi à tous les convaincre, mais si vous voulez, en dynamique, la dynamique, elle est en notre faveur. Si on se maintient tel quel, on aura forcément l'indépendance. Et justement, le projet de loi constitutionnelle qui dégèle le corps électoral essaye de casser cette dynamique. La dynamique est en notre faveur. Donc, pour casser cette dynamique, on fait rentrer des gens de métropole, on leur donne le droit de vote. Voilà un peu pour compléter sur la configuration. C'est une stratégie qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le remplacement de populations, faire venir des populations, je vais parler juste de la Guyane. Aujourd'hui, la Guyane, c'est 60% d'étrangers, 40% de Guyanais. Alors, on peut dire, hein, on peut dire que oui, ce sont les étrangers en majorité, ce sont des personnes comme nous, ce sont des Haïtiens, ce sont des Brésiliens, ce sont des gens qui nous ressemblent, c'est vrai, mais ce sont des gens qui, malgré tout, au fur et à mesure, ont une certaine reconnaissance envers la France parce qu'ils ont fui une certaine chose, des difficultés, et ils se retrouvent arrivés en Guyane avec une certaine reconnaissance pour la France. Et c'est surtout que comment dirais-je, cette immigration n'est pas organisée. Les choses sont faites de façon tellement anarchique qu'aujourd'hui c'est plus préjudiciable que ça ne pourrait être intéressant pour le pays. Donc c'est volontaire. Évidemment, dans les grandes administrations, ce sont toujours des gens nommés depuis la France qui arrivent et qui viennent en Guyane. Bon, il y a ce fait-là, mais il y a aussi cette immigration pour pouvoir noyer le peuple, on va dire, d'origine, les peuples d'origine, puisqu'il n'y a pas qu'un seul peuple, pour noyer les peuples d'origine, pour pouvoir permettre que, en fait, demain, il y a une consultation populaire, les gens qui sont redevables à la France et qui veulent rester dans la France, sans compter les missionnaires qui viennent, etc., qui constituent quand même quelques milliers de personnes, qu'on se le dise, eh ben, c'est un objectif de pouvoir empêcher toute velléité d'autonomie de la part de notre territoire, par exemple pour la Guyane. Et c'est une stratégie qui marche tellement bien qu'ils l'appliquent dans tous les sens. Ils l'ont appliquée en Nouvelle-Calédonie depuis Mesmer, ils l'appliquent en Guyane. Je pense qu'ils essayent de faire aujourd'hui le nécessaire, ne serait-ce qu'en faisant que les jeunes soient obligés d'aller étudier en France
que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, c'est toujours la même façon de faire. Alors, on va quand même rappeler, pour reposer dans le contexte, que tous les pays dont on est en train de parler, et en particulier, par exemple, la Kanaki, j'avais développé ça dans mon émission Téléma, mais ce sont chaque fois des pays. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Kanaki sont des pays, même Mayotte, avec énormément de ressources. Et c'est pour ça que la France est là-bas, c'est pour les positions géostratégiques, etc., pour le arsenal militaire. C'est vraiment des lieux qui servent à la France. La France serait vraiment dans une mouise terrible si elle devait aujourd'hui se passer de tous ces territoires-là. Donc, ça veut bien dire qu'en réalité, c'est une indépendance qui est tout à fait possible. Et moi, je crois que tout le monde a déjà compris mon avis. Moi, je pense que les gens doivent rentrer chez eux, là. Ils doivent partir en métropole, qu'ils soient en Martinique, qu'ils soient là même depuis 40 ans, même depuis 300 ans. On s'en fiche. Ils doivent vraiment partir. Ils doivent absolument aller en France et laisser maintenant les gens tranquilles. Ça, c'est mon point de vue. J'ai compris qu'il y avait une forme de conciliation, etc. Je pense qu'on doit passer par une période de transition où les gens doivent rentrer chez eux. Parce que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'équité. Ça veut dire que dans les rapports humains, il n'y a pas d'équité. On ne peut pas discuter avec des personnes qui nous perçoivent comme un égal. Donc, à partir de là, on ne peut pas avoir des rapports sains. Et donc, je crois que c'est vraiment une partie qui est très importante. Je voudrais que Safia intervienne. Il y a eu quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, notamment dans le live que tu m'avais partagé, où tout le monde était là. Il y avait beaucoup de gens de Guyane, y compris des gens qui dans la société civile n'ont pas toujours été ensemble, qui se sont pas toujours entendus. Mais on sent vraiment que maintenant, avec ce qui est en train de se passer en Kanaki, les gens ont décidé de s'asseoir, de parler et de fonctionner ensemble. Alors, c'est vrai que je ne pense pas que cette émission, ce live, a vocation à aller commencer à parler des stratégies, parce qu'on est équipé. Évidemment, on est équipé par les services français, par les services américains. On sait déjà toutes les personnes qui essayent un peu de connaître nos stratégies. Donc, c'est vraiment pas le lieu pour commencer à dire ça. Je crois qu'on est vraiment là aussi pour informer les gens, pour leur expliquer que oui, il y a cette possibilité de se lever, de faire des choses. Et donc, je sais que ça t'avait vraiment touché de voir tous ces gens qui sont ensemble. Toi, ton regard sur ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Alors déjà, je rejoins tout ce qui a été dit par chacun d'entre vous. Vraiment, je suis totalement d'accord. Et je vais rebondir sur le fait qu'il n'y a pas d'accord possible, de négociation possible, ou de discussion possible avec l'État français. L'État français n'a jamais discuté de quoi que ce soit. Il est à chaque fois venu, il s'est imposé par le massacre. L'État français est un agresseur. Je ne vois pas comment la victime d'un agresseur peut aller faire comprendre à son agresseur d'arrêter. Ça n'a jamais été l'intention de l'agresseur. Donc, les histoires de s'asseoir, d'attendre que le président arrive, veulent bien nous reconnaître en tant qu'individu humain, ça je suis désolée, mais là, on est dans la naïveté. À un moment donné, il faut comprendre qu'on a affaire à des prédateurs qui n'ont rien d'humain. Ce sont des démons. Donc, ils n'ont pas de cœur et ils n'ont pas d'empathie. On peut pleurer ce qu'on veut, on peut compter nos morts, ça ne leur fait absolument rien. Aucun empire, parce que moi je suis plutôt la partie histoire, donc j'ai toujours ce recul sur qu'est-ce qui s'est passé avant. Aucun empire, aucun royaume, quel qu'il soit dans le monde, que ce soit Amérique du Sud, Afrique, Asie, même en Europe, aucun empire, aucun royaume ne s'est construit avec des demi-mesures et avec des conciliations. Quand les Nubiens ont été attaqués par les Romains, ils les ont foutus dehors. Il n'y avait pas de tri de « toi, t'es un Romain qui nous veut du bien, toi, t'es un Romain commerçant dans ton… » Non, tous les Romains étaient dehors de la Nubie. Quand les Hyksos sont venus attaquer l'Égypte antique, on les a foutus dehors. Et plus récemment, quand les Italiens ont essayé d'attaquer l'Éthiopie, tous les Italiens ont été mis dehors, point barre. Il n'y a pas de demi-mesure de toi, t'es là depuis 40 ans, toi, tes grands-parents on s'en fout. Comme tu l'as dit, dehors. Vous êtes des agresseurs, on n'a plus le temps de faire le tri avec qui est gentil, qui est pas gentil. Dehors. Tant pis pour les gentils, ils n'avaient qu'à raisonner ou arrêter les pas gentils avant. Parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on se fait agresser. Au bout d'un moment, la population française, elle a sa responsabilité de ne pas s'informer ou de feindre l'ignorance et de rester dans son petit quotidien confortable et de nous regarder, nous, la population, à travers son écran, à travers ses JT, de nous regarder brûler
On est en train de brûler. C'est des incendies tous les 4 matins. Et en plus, une fois qu'on a brûlé et qu'on a détruit le peu d'infrastructures qu'on a, le peu d'infrastructures que la France autorise chez nous, derrière ça, nous sommes kidnappés et emprisonnés. Donc, d'ailleurs, big up à Noël Daufour, qui n'est certainement pas le seul, mais les grands frères, en Martinique, récemment, il y a eu Edwin. On a combien de gens qui sont prélevés de leur famille kidnappés, qui sont envoyés en prison pour une durée indéterminée quand la France décide et les relâche. Et maintenant, ce sont des familles kanak dont on kidnappe des enfants mineurs, qu'on met dans des avions et qui atterrissent en France et qui seront jugés n'importe comment. Et ça ne s'arrête pas. Et je suis désolée, mais le Français moyen qui regarde ça à travers sa télé et qui se suffit de BFM, de LCI pour dire « Ah, je crois ce qu'on me raconte à la télé », il a une responsabilité. Donc, par rapport à cette responsabilité, quand ce sera le moment de dégager, de mettre tout le monde dehors, il ne faudra pas jouer les naïfs, non mais moi, j'ai toujours aimé la Martinique, les plages, les cocotiers, dehors. Donc déjà, sur ce plan-là, moi, je tiens à dire que il faut arrêter d'être naïf et être radical. C'est dans la radicalité, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est dans la radicalité qu'on se construit et qu'on va se reconstruire. C'est avec une rupture radicale. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, je savais, que, d'ailleurs, je l'ai dit sur mes réseaux, que Macron n'allait pas en Kanaki pour un dialogue. Ce mec s'est déplacé avec ces deux généraux-là, Rochambeau et Riche, je pense, donc Darmanin et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle là. C'était pas pour venir dialoguer avec des généraux comme ça. C'est eux qui ont initié l'état actuel de la Kanaki. C'est d'eux-là qu'il a amené les deux ministres, c'est eux qui ont initié cet état. Donc, il n'est pas allé pour discuter, il est allé pour remobiliser ces troupes policières, gendarmes, militaires, parce qu'il y a eu des morts chez eux. Donc, il fallait les remobiliser et les réactiver et les remotiver pour leur dire d'aller casser du Kanak et de ne pas se démotiver parce qu'ils ont eu des morts de leur côté. C'est ça qu'il est allé faire avec ces deux généraux. Il n'est pas allé écouter ou prendre la mesure de la Kanaki. Donc ça, il faut qu'on soit bien conscient de à qui on a affaire. Parce que tant qu'on sera dans des attentes par rapport à l'État français, je suis désolée de vous dire qu'à chaque fois, on va ressortir déçu et on va ressortir inefficace. Parce que tant qu'on n'a pas cerné notre agresseur et qu'on ne sait pas avec quelle arme et avec quelle posture il faut s'adresser à lui, on va partir déjà avec beaucoup, beaucoup de difficultés dans ce rapport de force qu'il nous faut établir. Et pour finir, le rapport de force, il ne pourra se faire qu'ensemble. On a déjà vu, Jay l'a dit, on a déjà vu chacun de notre côté éclater, incendier, chacun de notre côté à notre tour. Ça a ses limites. Essayons quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant, tous ensemble, en même temps, quel que soit le mode de fonctionnement, même si c'est chacun sur son territoire avec ses réalités et sa façon de gérer les choses, mais que tous ensemble, en même temps, la France ne sache plus où donner de la tête. Oui, mais j'ai une question pour Xavier, Joël et Romuald. Quelque chose qui m'intrigue, parce que je pense qu'il ne faut plus que nous soyons dans un jeu d'échecs avec le colon. Parce qu'on tend à ça. Pourquoi les Kanaks n'ont jamais décrété la non-reconnaissance des élus? Par exemple, on prend le cas de votre président de l'Assemblée nationale, qui est une perdue, Madame Yael Pivet, qui n'a jamais œuvré pour l'autonomie des Kanaks, mais plutôt pour celle des Caldoches. Mais pourquoi vous ne décrétez pas une forme de non-reconnaissance des élus? Ce qui serait aussi bien et avantageux pour vous. C'est une très bonne question. Si vous voulez, aujourd'hui, nous, on est dans l'accord de Nouméa qu'on avait signé en 98. Donc, on a décidé qu'on allait construire ensemble. Donc, pour nous, jusqu'à ce qui s'était passé, on était encore dans l'accord de Nouméa, dont l'État est un partenaire. Aujourd'hui, avec ce qu'il a fait, l'État a renié à sa parole. C'est l'État qui est sorti de l'accord de Nouméa. Ce n'est pas nous, les indépendantistes,
qui l'avons respecté. L'État avait déjà failli à sa parole en imposant le troisième référendum en 2021. Donc aujourd'hui, on est en crise, on est encore sonné de ce qui nous est arrivé. Mais ce que tu dis, Dani, c'est une possibilité dans la fameuse stratégie de ne plus reconnaître les instances nationales et les élus nationaux. Oui, ça pourrait être ça. Mais bon, c'est des décisions qui se feront dans des congrès, dans un congrès du FNKS, voilà, où on réoriente la stratégie. Je pense que si réellement vous êtes engagé dans ce processus de décolonisation, d'indépendance totale, il serait peut-être temps d'y penser. Couper définitivement les ponts avec la France. Je pense que la Nouvelle-Calédonie a un avantage sur pas mal de pays dits d'outre-mer. C'est-à-dire qu'ils ont quand même ce marquage à l'ONU comme étant pays à décoloniser et que, en fait, il suffirait qu'ils aient un parrain et qu'ils présentent une résolution à l'ONU, une constitution, tout simplement, pour pouvoir dire aujourd'hui, bon ben nous, c'est bon quoi, c'est fini votre histoire, on ne veut plus en entendre parler, tout simplement. Et je pense qu'il y a possibilité de le faire. En fait, ce que je reproche, moi, enfin reproche, ce n'est pas vraiment un reproche, mais c'est-à-dire que quand on noue des accords avec la France, nouer des accords avec la France, l'histoire nous montre tout simplement que bah, se tirer une balle dans le pied quand je veux, non. Ça part d'un bon sentiment et moi je loue en fait l'état d'esprit kanak du fait qu'ils ont toujours eu cette volonté, aujourd'hui on les traite de racistes, mais ils ont quand même toujours eu cette volonté de faire avec tout le monde et d'aller vers tout le monde, etc. Mais plus proche de nous, en 2017 en Guyane, on a eu un accord avec la France qui à ce jour n'est pas respecté. Et Jean-Victor Castor a tendance à dire que on joue à leur jeu, mais c'est eux qui changent les règles quand ils ont envie, quand ça les arrange. Et pour reprendre ton image, le frère qui a parlé juste avant, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de jouer, et il faut renverser l'échiquier, arrêter de jouer tout simplement. Maintenant, c'est vrai que c'est des choses qui ne se décident pas obligatoirement. L'avantage que vous avez, les Kanaks, comme je le dis, vous êtes quand même soudés ensemble. Et il faut surtout ne pas perdre ça parce que ce sera leur objectif certainement de créer une brèche entre vous. On voit par exemple dans les informations, ils parlent souvent d'indépendantistes, la branche dure des indépendantistes, et puis ils parlent de la branche un peu plus molle. Ils essayent de faire de manière à ce qu'il y ait une séparation entre vous. Et je pense que c'est cette importance, c'est cette soudure qu'il y a entre vous, cette façon d'être ensemble qui va permettre que vous allez réussir à gagner, parce que c'est vrai que de notre côté, dans nos pays, je pense que Jay pourra aussi confirmer, dans nos pays c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que un peu plus compliqué non, mais je veux dire, on n'a pas la même configuration de population par rapport à vous. Les Blancs, de façon générale, donc là, que ce soit français, américains, britanniques, allemands, ce sont des personnes qui ne se sont pas construites avec le respect de la parole donnée, contrairement au Kanak, par exemple. Donc, le Kanak, dans son ensemble, quand il va donner sa parole ou quand il va signer un accord, pour lui, c'est réglé pour toujours, en fait. C'est fini, c'est réglé. Alors que le Blanc en face, il n'a aucun état d'âme, il n'a aucun honneur, et ça ne lui pose pas de problème de revenir sur sa parole, de revenir même sur une signature. Et en fait, c'est ça la clé ou le cadenas, c'est ça le cadenas de nos situations actuelles, c'est qu'on continue constamment, en Guyane, en 2017 avec les accords de Guyane, ou dans d'autres endroits, leur référendum et tout ça, on continue à s'appuyer sur les paroles qu'ils nous donnent, sur les actes qu'ils nous font signer, les accords qu'ils nous font signer. Et en fait, c'est pour gagner du temps, jusqu'à la prochaine fois où ils vont nous déstabiliser, parce que comme notre frère Romuald l'a dit, vous vous êtes retrouvés, vous ne vous y attendiez pas, alors que c'est pas la première fois qu'ils manquent à leur parole. Même entre eux, ils ne respectent pas leur parole, parce que si aujourd'hui il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine, il faut quand même rappeler que c'est parce que l'Europe n'a pas respecté des accords par rapport à l'Ukraine. Et le fait d'envoyer des forces
onusiennes ou autres, des forces européennes en Ukraine pour encercler la Russie. Ils n'ont pas respecté ça, alors que ça a été déjà acté des dizaines d'années auparavant. À tout moment, ces gens-là reviennent sur leurs paroles et ça crée des conflits. Donc si même entre blancs, que ce soit français, britanniques, américains et russes, ils ne respectent pas leurs paroles, c'est pas avec nous qu'ils considèrent comme des petits sauvageons, des petits macaques perdus dans l'Amazonie ou perdus dans le Pacifique, qu'ils vont respecter leurs paroles. Donc partons déjà dans le fait qu'il n'est pas possible de signer des accords et de négocier des accords avec ces gens-là. À partir du moment où on aura compris ça, tous, et qu'on ne sera plus dans la discussion, s'asseoir pour discuter, mais plutôt rechercher des alliances, parce que rappelons que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc des alliances, ça peut être quelque chose de ponctuel, le temps de se libérer. Je pense que si aujourd'hui le Burkina Faso n'a pas été attaqué frontalement par la France, alors qu'au moment où le Burkina Faso, il y a eu un soulèvement militaire, le Burkina Faso n'était pas forcément prêt à ce moment-là à pouvoir combattre la France, c'est parce que le Burkina Faso, en amont, a construit des alliances avec des ennemis de la France, qui ont fait barrage, qui ont fait pare-feu. Voilà, je voulais juste préciser ça. Ce qui est regrettable, c'est que TikTok est coupé à Nouméa et que les plus concernés ne peuvent pas nous écouter, quoi. D'ailleurs, vous pouvez nous dire dans les commentaires s'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à prendre un VPN du coup et à avoir quand même une connexion au niveau de la Kanaki. Romuald Rock, est-ce que vous avez l'impression que la plupart des gens ont réussi à avoir un VPN et à quand même braver cette problématique? J'ai aussi compris que l'île est passée, enfin du moins l'archipel est passé de la 5G à la 2G pour vraiment ralentir tout le monde, pour qu'il y ait le moins de possibilités de communiquer et donc d'être stratège dans ces soulèvements. Évidemment, ils utilisent un peu tous les moyens qu'on a à disposition pour communiquer entre nous, pour reclasser des pays qui Maud, sont mal à l'aise. oui, ce que je voulais dire à la sœur Safia, c'est que l'Afrique, les Africains doivent cesser de croire qu'entre la France, les pays européens qui nous ont colonisés, il y aura un jour un dialogue. Ces gens ne respectent que le rapport de force. C'est une vérité. Et c'est un rapport de force que nous n'avons pas. Nous sommes toujours dans l'espoir, dans la croyance qu'en dialoguant, eh bien, la situation pourrait être améliorée. Non. Regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Il a suffi que la population se révolte pour que Emmanuel Macron se déplace. Donc, il faut aussi à un moment donné que nous, les Africains, prenions conscience parce que c'est un processus douloureux, mais il faudra réellement l'emprunter. La Nouvelle-Calédonie, c'est un enjeu stratégique pour la France. Pour rien, ils vont quitter cet endroit. Ça leur ouvre un accès total à l'Indo-Pacifique. Il y a la Chine, il y a la Russie. Donc, pour quelles raisons ils vont essayer de dialoguer avec des sauvages, des primates, des esclaves? Parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'ils voient les Kanaks. C'est comme ça qu'ils nous voient, nous, les Africains. C'est pour ça que ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, ça me concerne. Parce que nous sommes passés par la même étape, la même procédure. On nous a massacrés pour être aujourd'hui là, debout, en train de militer, pour dire non à cette France. Donc moi, je me dis à un moment donné, est-ce que les Kanaks sont prêts à boycotter les institutions? Est-ce qu'ils sont prêts à aller contre la loi pour faire valoir leurs revendications? C'est ça la réelle question qu'il faut se poser. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Dani, tu parlais tout à l'heure des Nations Unies, etc., et que donc il y a une situation un petit peu plus propice au niveau des institutions internationales pour que la Kanaki puisse prendre son indépendance. Aujourd'hui, nous sommes censés être des pays indépendants sur le continent. Mais en réalité, dans les faits, les gens continuent à venir, continuent à se servir. Je veux dire, la Kanaki pour la France, même rien qu'avec le nickel, par exemple. Le nickel, est-ce que demain, s'il y a une pseudo-indépendance en Kanaki, selon les Nations Unies, etc., est-ce que la France va continuer, va pouvoir se passer du nickel? Jamais de la vie. Ils vont trouver une façon, comme aux Comores. Aux Comores, c'est la même chose. C'est soi-disant indépendant. Bon, ils gardent leur base arrière là, au niveau de
au niveau de Mayotte, mais on voit bien que partout, ils sont encore présents. Ça veut dire qu'on ne peut pas fonctionner avec un système qui est problématique par essence. On ne peut pas attendre des choses ni des institutions internationales, parce que sinon on se retrouve avec les mêmes schémas qu'il y a eu, comme par exemple avec Schellcher. Comment vous entendez des Martiniquais qui pensent que Schellcher, c'était quelqu'un qui a pu aider à la fin de l'esclavagisme, à l'émancipation, etc. des Martiniquais, des populations africaines qui ont été déportées. Il y a Safia C'est qui du nous n'importe doit quoi. C'est parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui monte, qui devient ingérable, et on se dit, ben, on va faire semblant, on va faire semblant symboliquement de leur donner telle chose, comme ça ils se taisent. Et en réalité, ils étouffent complètement dans l'œuf toute forme de révolution. On fasse un inventaire clair. Qu'est-ce que ce pays-là, cet empire colonial, vient prendre aujourd'hui en Kanaki? Tout ce qu'ils prennent exactement. Qu'est-ce que ça signifierait comme perte pour l'économie française? Si on a des personnes qui s'expriment dans le débat français, vous ne devez plus accepter, il ne faut plus accepter de discuter sur des bêtises comme les termes de démocratie. On sait ce que ça vaut chez eux, la démocratie, c'est du bullshit. Et y compris ce soi-disant racisme anti-blanc, ce qui n'existe d'ailleurs pas du tout, on le sait tous, et orienter directement le débat sur qu'est-ce que la Kanaki apporte financièrement à la France, et ne plus accepter en fait de désorienter le débat. Je m'inscris dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'histoire de signer des accords et compagnie, là, les termes, démocratie, machin, c'est bon, on l'a fait, ça ne mène à rien. Donc effectivement, répertorier les ressources, d'une part pour mettre la France en face de ces réalités, mais surtout pour sensibiliser la population aux richesses qu'elle peut éventuellement proposer à d'autres dans un premier temps de transition. Parce que clairement, la France n'est pas le seul prédateur. Hein. Donc, toutes les autres puissances qui vont venir appuyer éventuellement la Kanaki ou appuyer la Guyane ou appuyer que sais-je, il y aura un échange. Ce ne sera pas juste gratuitement comme ça par humanisme. Donc effectivement, le fait d'inventorier nos ressources et de pouvoir dire, bah, écoutez, on vous propose notre pétrole pour les 20 prochaines années et ensuite c'est nous. En fait, il faut vraiment mettre en place une vision sur le long terme et c'est ce qui manque, et je pense que Dany a mis le doigt dessus, c'est ce qui a manqué jusqu'à présent dans nos luttes parce que nous n'étions pas suffisamment renseignés et informés sur les trésors sur lesquels nous sommes assis. Aujourd'hui, les informations circulent, à nous de nous intéresser, d'aller creuser et de sensibiliser nos populations, à commencer par la jeunesse, depuis les écoles, que ce soit des petits ateliers, on va dans les écoles ponctuellement, mais dire, voilà, on a ça. En Guyane, il faut savoir qu'ils ont découvert du coltan, par exemple. On a du pétrole, on a du ci, on a du ça, on a telles ressources. On peut mettre ça en place. Et comme ça, on vient avec des arguments de poids en face des ennemis de notre ennemi pour pouvoir leur dire, écoutez, vous appuyez militairement ou politiquement à l'ONU sur ci ou ça, et en échange, on a ça à proposer. Oui, je disais, cet inventaire des ressources, ne serait-ce que pour la Guyane, c'est sûr qu'il est important et qu'il est intéressant. Bon, je pense qu'on n'a même pas besoin on n'a plus besoin, du moins, de le faire en Guyane, mais ça reste toujours la même chose. En fait, je pense que on est obligé d'aller vers certaines radicalités. La Guyane, par exemple, découverte de pétrole, on sait qu'il y a du pétrole au large de la Guyane. Qu'est-ce qui tombe? Loi Hulot, interdiction non pas d'exploiter le pétrole, mais de faire des recherches, de donner de nouveaux permis de recherche. Coltan, c'est une petite entreprise, c'est une entreprise dont le dirigeant est un proche de Macron, qui vient en tout cas, et qui exproprie des agriculteurs pour pouvoir faire les choses. Mais en fait, on est toujours dans ce même système où est-ce que les gens visent pour leur intérêt personnel et dès que ça peut profiter en territoire, on va toujours trouver une entourloupe législative pour pouvoir empêcher les choses. Et c'est pour ça que quand on parle de radicalité, j'entendais le discours de Jay et de Safia, c'est vrai qu'à un certain moment, un peuple qui est mis au banc comme ça, qui à chaque fois... enfin, je pense que vous comprenez, c'est-à-dire qu'on est tout le temps pressé, mis au pied du mur, ça pousse à certaines radicalités et on n'a pas le choix si on veut s'en sortir. Et aujourd'hui,
Bon, l'exploitation des ressources, c'est une chose, mais au-delà de ça, j'ai envie de te dire que les cerveaux la fuite des cerveaux qui est organisée, qui est mise en place, c'est-à-dire que il y a des filières qui pourraient être créées, mais elles ne sont pas mises en place. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de maintenir sous cloche un territoire de manière à ce qu'il n'y ait pas de développement. Et on a des gens en Guyane qui, hélas, hein, sont toujours dans cette idée, ils se disent, ah ouais, mais on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on peut pas y aller vers l'indépendance ou vers l'autonomie parce que tant qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais il faut se dire aussi que de toute façon, comme moi je pense souvent l'image, c'est comme quand tu veux conduire une voiture, s'il y a un sabot sur la roue, tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras pas conduire cette voiture. Et nous, il faut qu'on se débarrasse de ce sabot qu'est la France, qu'on le veuille ou non, euh, pour pouvoir prétendre, même s'il faut galérer au départ, parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais il faut se débarrasser de ce sabot pour pouvoir prétendre dire je vais à tel endroit, je vais à tel endroit, parce que pour l'instant, la voiture, elle est bloquée et que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Il y aura pas de galère, Xavier. Il y aura même pas de galère. Ça va couler très facilement. Le frère Romuald et Roch qui viennent de m'envoyer un article. Et donc, il y a des gisements de pétrole et de gaz qui ont été découverts en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'était une donne qu'on n'avait pas avant. Moi, et du coup, c'est cet article-là qui recentre directement donc ça titre, voilà la vraie raison de toute cette mascarade. Et je crois que c'est quand même important d'en parler parce que finalement, ces ressources-là, c'est ça le potentiel aujourd'hui. Moi, je suis pas pour l'exploitation massive comme ça de toutes ces ressources qu'on a dans le sol et tous ces bouleversements qu'on va avoir. Je pense qu'il faut aussi le faire avec intelligence et avoir aussi une forme de respect pour la nature qui est vraiment propre à notre ancestralité aussi. Donc, on va reconstruire ces sociétés dans ce projet de société-là quand on écrit cette société-là. Et je pense que beaucoup déjà d'entre vous, on est déjà assez avancé là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on est ensemble dans ce live. On ne redémarre pas tout à zéro. On a déjà une réflexion assez aboutie et on est dans le concret. Mais c'est vrai que dans cette façon de reconstruire la société, qu'est-ce qu'on va donner comme place à ces exploitations de ressources qui vont finir par nous faire tous disparaître en réalité. Nous, si on veut être en phase avec nous-mêmes, avec notre nous interne, être en phase avec notre continent, être en phase avec ce qu'on est, aussi qu'on ait un respect pour tout ce qui nous entoure. Et je crois que là, il y a une dimension aussi spirituelle qu'on tend à nous enlever complètement. Et je crois que la Kanaki, les Kanaks ont fait un travail aussi assez fort jusque-là. Et je sais aussi que la plupart des militants qui sont aussi dans les autres pays, qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il y a aussi ce fort attachement avec cette connexion spirituelle qu'on ne doit absolument pas négliger. Moi, est-ce qu'on en parle de ça au niveau de la Kanaki, de ces découvertes de gisements de pétrole, de gaz, etc. Est-ce que c'est quelque chose de clair dans la tête des gens que la France est là pour les ressources, pour le positionnement géostratégique de l'archipel? Si, je pense que on est tous au fait de la volonté de la France de maintenir nos pays. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources, mais il y a aussi la volonté de domination qui a été pas mal bien expliquée tout à l'heure. C'est vrai que la Kanaki regorge d'énormes ressources. Bon, il y a la partie nickel, il y a aussi la faune et la flore, il y a la question des terres rares au niveau du fond marin. Et il y avait une certaine époque, ils avaient découvert du gaz naturel déjà. Ça fait quelques années. Et là, ils se questionnent sur la question du pétrole. Je pense que ça doit être au même endroit, c'est entre les eaux calédoniennes et l'Australie. Mais c'est plus dans la ZDE de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, ça augure des jours compliqués avec la France. Et par rapport à la question du nickel, il y a d'une part à l'époque la question de l'acier inoxydable, et maintenant la question du nickel est boostée par les batteries électriques aussi. Et juste deux, trois petits éléments. La France, elle a revendiqué des îlots en fait, entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Donc ces deux îlots inhabitables, elle revendique ces zones-là aussi. Ça me fait rappeler les îles Éparses par rapport à Madagascar. Donc en fait, elle revendique des zones, quelque chose qui est rien, mais elle revendique. Donc c'est ça en fait que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai l'impression qu'il y ait des ressources ou pas, pour moi c'est une volonté de posséder quoi.
de posséder les terres, de posséder les gens, de dominer. De posséder et puis de les remplacer surtout. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Joey, justement, toi, tu parles beaucoup de ce sujet-là et tu le maîtrises bien. Ce qui est en train de se passer en Martinique, c'est scandaleux. En Guadeloupe, c'est pareil. Il y a vraiment un espèce d'exode des Blancs, des Français dans ces pays-là qui est super choquant. C'est choquant et c'est très organisé, de plus en plus organisé. Et là, j'étais en train de me dire qu'on parle de l'indépendance des colonies françaises, mais finalement, c'est la France qui doit prendre son indépendance. Elle dépend de nous. Et c'est vrai que pour revenir au grand remplacement qu'on entend aussi en France, c'est nous qui le vivons, ce remplacement-là. C'est-à-dire que les jeunes partent pour étudier ou autre, et tout est fait pour les empêcher de rentrer. Mais par contre, il y a énormément d'organisations, de groupes permettant aux Blancs de rentrer, travail, maison, tout ce qu'il leur faut, souvent des postes à responsabilité, ils débarquent dans des entreprises où bon, je prends le cas de chez nous, des Martiniquais attendent d'avoir une évolution, un grade, et eux, ils débarquent sans compétences, très souvent, parfois moins diplômés, et ils accèdent aux postes importants. Donc c'est ce qui se passe un peu partout. Oui, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je m'acharne un peu. Je n'utilise pas le terme grand remplacement parce que bon, c'est déjà c'est les blancs qui utilisent ce terme-là et pour pouvoir parler de leurs soi-disant conditions qui n'existent pas en fait. Il n'y a pas de grand remplacement chez les blancs. C'est génocide en fait. Génocide par substitution, c'est super important de dire les termes parce que justement, récemment, j'ai vu des blancs d'extrême droite dire bon, on va plus dire remplacement, on va dire génocide par substitution. Là, c'est quelque chose que les blancs font systématiquement. Ça veut dire qu'ils vont prendre, ils s'amusent en fait à utiliser, à voler, à détourner, à banaliser les termes et les expressions qui sont habituellement utilisées par les personnes oppressées pour pouvoir décrire un truc en fait qui n'existe pas, et c'est uniquement dans le but de banaliser notre réalité d'un génocide en fait. C'est un génocide, surtout quand nous en Afrique, on est empoisonné en même temps que les blancs débarquent. On est dans un génocide, on n'est pas dans un remplacement. Pour moi, c'est quand tu remplaces ton collègue qui est absent, c'est mignon en fait. On est en train d'être génocidé. Et c'est ce qui se passe en Kanaki. Pour moi, c'est ça le génocide par substitution. C'est clairement ce qui se passe en Kanaki en fait. Et voilà, pour moi, c'est bien de mettre les mots sur les termes. C'est une question de génocide, clairement. Quand je suis totalement d'accord avec toi, Jay. C'est vraiment la terminologie qu'on peut utiliser. C'est pas une question de remplacement parce qu'on remplace pas c'est pas une question de remplacement de population, mais c'est vraiment un génocide. Et j'ai envie de te dire, ils ne s'en cachent pas en fait. Ils ne s'en cachent pas, ils y vont en franco et puis c'est tellement gros que ça passe. Et puis avec, comme disait Safia plus tôt, la bénédiction de leur population métropolitaine, qu'on se le dise. Et même quand j'entends le député Mesdorf qui dit ah oui, mais aujourd'hui je suis ceci, je suis cela, je suis chez moi. Mais en fait, il ne se rend pas compte. Si, il s'en rend compte, c'est juste que c'est un colon patenté. Ces gens-là arrivent, ils bénéficient de certaines choses, d'un crime, d'un meurtre. Ce sont des receleurs. Et ils n'ont aucune honte. Moi, je dis souvent, ils sont nés avant la honte, ces gens-là. Ils n'ont aucune honte de revendiquer quelque chose dont ils ont bénéficié de façon totalement illégale. Et derrière ça, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune honte à dire. Moi, ouais, faut qu'ils aillent dehors. J'ai envie de te dire, vous aimez la France tant que ça, ben allez en France. La Martinique, c'est pas la France. La Guyane, c'est pas la France. La Guadeloupe, c'est pas la France. La Nouvelle-Calédonie, Kanaki, c'est pas la France. Donc, vous aimez la France, allez en France, vivez en France. Et puis, c'est aussi simple que ça. Nos frères, Romuald, Rock, comment ça va se passer quand vous allez rentrer dans les prochains jours? Même si on est en contact régulier avec les gens là-bas, c'est difficile de mesurer la tension qu'il y a, notamment sur les barrages. Hein. Ce qui est sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on lâchera rien. Parfois, on pense que les politiques sont déconnectés du peuple. Hein, on a vraiment vu que c'est le peuple qui a parlé. Donc tout ce qui a été fait, c'est un signal important pour dire au président Macron que le peuple kanak ne se soumettra jamais.
Donc, j'espère qu'il a intégré ça parce que en faisant de la répression, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va fabriquer encore des centaines de milliers de Eloi Machoro, des centaines de milliers de gens qui ne voudront plus de la France, pardon. Vous savez, quand deux fois je discute avec des gens des Antilles, par exemple Jean-Victor Castor, ben, il nous dit souvent, mais vous les Kanaks, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. Et puis, je sais pas, peut-être que vous avez ce sentiment en discutant avec nous. C'est comme ça, hein, c'est dans notre ADN, c'est dans notre culture d'accueillir les gens et de les intégrer. Ce que veut faire le Macron aujourd'hui, c'est pas ça. Il veut pas que les gens qui arrivent s'intègrent. Il veut ce qu'on a dit, on parlait de remplacement, génocide, voilà. C'est la stratégie du président Macron. Il y a d'autres images qu'on voit moins, c'est dommage, mais on a quand même de la solidarité entre les gens, entre les Kanaks et les autres communautés sur certains barrages. Et tout ça pour vous dire que des gens comme Nicolas Metzdorf ou Sonia Backes, c'est des gens qui ont réussi à prendre le pouvoir en Nouvelle-Calédonie, mais ils ne sont pas représentatifs de la majorité de la population européenne. On a vu des non-indépendantistes qui sont toujours contre l'indépendance, mais qui remettent en question la question comment dire ça, l'objectif du dégel du corps électoral du président Macron. Tout ça pour vous dire que on essaye d'être positif. Là, on va rentrer, on va pouvoir mesurer la pression sur place. On va prendre aussi des choses qu'on a récupérées ici à Paris et puis même aussi à l'international avec vous, hein. Donc tout ça, ça va nous permettre d'élaborer la stratégie, mais en tout cas, excusez-moi, je lis un commentaire où on me dit que je prends la défense des Blancs. Non, tout ça, c'est pour vous dire qu'on lâchera pas, quelle que soit la stratégie, on lâchera pas. Ça sera décolonisation et accès à la pleine souveraineté, et ça sera l'unique voie. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter quelques éléments. Aujourd'hui, on a fait un communiqué, nous, au niveau de l'USTKE, et ça a été bien mentionné, hein, sans retrait du projet de loi, pas de dialogue. Donc, le minimum que puisse faire, on va dire, le président, c'est retirer ce texte. Et on peut discuter après. Mais pour l'instant, sans le retrait du projet de loi, il n'y a pas de dialogue avec l'État français. Donc, les mots comme ça, je pense que c'est pas anodin. Ça veut dire que derrière, il y a une réflexion, une préparation. Donc, pour tout vous dire, l'avenir s'annonce compliqué. Les discussions, les dialogues, etc., on a compris qu'il fallait rapidement baquer ça. Ça n'aura aucune issue. On est donc sur cette idée de vraiment garder une forme d'unité. Parce que pour l'instant, au niveau de la métropole, il y a une image qui est présentée. On met complètement de côté la question politique et on évoque uniquement la question sécuritaire. Est-ce que c'est important pour vous tous? Est-ce que c'est important pour vous tous l'image qui arrive finalement en France de ce qui est en train de se passer? Parce que moi, je dis toujours, je m'en fiche de ce qui se passe en France, je m'en fiche de ce qui se passe en Belgique, ça ne me concerne pas. Je me concentre sur mon pays, je me concentre sur mon continent, je me concentre sur la diaspora. Que c'est important aussi qu'on arrête de vouloir effectuer un travail si grand, à vouloir persuader les gens. Ça nous fait effectivement perdre du temps, comme on disait un peu dès tout à l'heure, et ne pas se concentrer sur ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que tout le temps être en train de répondre à ces choses-là, l'histoire de racisme anti-blanc, ok, très bien, on est raciste, pas de problème. Prenez ça comme vous voulez, mais finalement, la façon dont ils nous perçoivent, ça n'a aucune importance. Est-ce que pour vous, ça reste quand même important que la perception des Français en France puisse être différente? Comment dire?
je suis pas attaché à ce qu'ils pensent de nous parce que de toute façon, leur idée, limite, elle sera toujours la même. Pour faire simple, ils ont leur propagande. S'ils cherchent à comprendre, ils comprendront. S'ils cherchent pas à comprendre, ils comprendront pas. Mais j'ai envie de dire que, limite, je serais pour que dans un référendum sur l'autodétermination ou des choses comme ça, qu'on leur demande à eux. Parce qu'ils ont tellement une vision, en tout cas pour le peuple, ils ont tellement une vision qu'on leur coûte cher, que nous sommes des fardeaux, que nous sommes ceci, nous sommes cela. Limite, ce serait presque agréable de leur demander à eux, parce qu'ils seraient plus enclins peut-être à nous dire, les gars, prenez votre indépendance, que nos propres populations. Et donc, quand on donne une mauvaise image de nos territoires, limite, j'ai envie de te dire, c'est presque arrangeant dans l'idée. Voilà, pour moi. Merci beaucoup ce que tu viens de dire, Xavier. Tu m'as bien fait rire parce que je pense qu'effectivement, les Français, il y en a plus qui seraient enclins à nous libérer, nous les colonies, en se pensant spoliés, que nous, nos populations, en tout cas dans certains territoires, seraient prêts à prendre leur liberté s'il y avait un référendum. Personnellement, je pense que ça m'est complètement égal combien de Français comprennent ou pas, parce que ces mêmes Français, quand bien même ils seraient informés et conscients de ce qui se passe, c'est pas eux qui vont se mobiliser pour aller faire des protestations, pour aller faire pression sur leur gouvernement, pour que leur gouvernement arrête de nous massacrer. Ils ne vont pas bouger le petit doigt. Ils ont déjà leurs problèmes. Ils n'arrivent même pas à se faire entendre pour eux-mêmes. On a vu ce que ça a donné les gilets jaunes, des millions de personnes en même temps dans les rues, dans toutes les villes de la France, aux portes de l'Élysée, à casser tout Paris, casser Bordeaux, casser toutes les grandes villes. L'État ne leur a pas donné l'heure. Donc ces gens-là ne vont pas aller prendre des flashballs et des gaz lacrymogènes pour nous. Donc de toutes les manières, qu'ils comprennent ou pas nos enjeux à nous, qu'ils adhèrent ou pas à nos luttes, ça ne va pas changer quoi que ce soit à notre situation. Donc pour moi, l'image qu'ils ont pas, à la limite, comme dit Xavier, peut-être qu'avec une image négative, ils seront plus enclins à nous foutre dehors et à nous foutre la paix. Que la France prenne son indépendance, disait quelqu'un sur le live. Pour répondre à ta question, Maud, je parle du principe où tous les blancs français sont racistes. Alors bon, je suis extrémiste et tout, mais pour moi, si tu as été à l'école française, à l'éducation nationale, et que tu as appris que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ça commence par ça en fait. Et ils l'ont tous fait. Tous les Français, on apprend ça en fait. Et c'est comme ça qu'on, d'une certaine façon, on va leur esprit. Je ne fais pas du tout confiance aux Français sur les questions d'indépendance dans les territoires, machin. Pour moi, le regard est extrêmement biaisé en fait. Donc, il n'y a pas du tout à essayer de leur plaire ou de leur montrer de belles images ou d'essayer de savoir ce qu'ils ressentent. Pour moi, franchement, rien à faire de tout ça. C'est pas du tout quelque chose à prendre en compte. La façon dont ils nous perçoivent, c'est le cadet de nos soucis en fait. On a vu que dès les premiers jours de soulèvement, hein, on a vu directement comment est-ce que Kémy Séba a directement tweeté, a envoyé de la force, etc. C'est vraiment dans notre conception, il faut que ce soit clair. On se voit comme un seul peuple. Et c'est vrai que je recevais ce commentaire-là, mais il faut impérativement en fait que notamment tous ces leaders aujourd'hui, tous ces présidents, par exemple du Burkina, du Mali, du Niger, puissent aussi parler de ce qui se passe en Kanaki. C'est très important, il faut qu'on voit à quel point il y a cette convergence des luttes qui est bien réelle. La façon dont on peut aussi s'inspirer les uns des autres. Aussi, on parlait de partenariat. C'est difficile, surtout quand il y a ce caractère parfois insulaire. C'est difficile de s'en sortir tout seul. Et quand vous avez des pays qui sont dans la même optique souverainiste, dans cette même optique panafricaniste, dans cette même optique d'unité, vous pouvez très bien aussi, pour mettre les choses en place et pour construire cette société-là avec un nouveau système, il y a cette possibilité de s'entraider. Et donc, je crois qu'il y a pas mal de gens qui peuvent nous regarder, qui peuvent me mettre haut placé ici au niveau du continent. La Kanaki, c'est notre combat à tous en réalité. Je crois qu'on ressent d'ailleurs cette solidarité avec les Kanaks, peut-être moins d'ailleurs, et c'est assez fou
peut-être moins d'ailleurs avec les populations africaines qui ont été déportées au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, alors que ce sont des Africains qui sont dans ces pays-là. Je crois que sur Afrique Résurrection, c'est quand même assez clair pour la plupart des gens qui nous suivent, mais on ne sait jamais, peut-être vous êtes en train de nous suivre maintenant, vous ne connaissez pas en réalité l'historique, parce que vous êtes sur le continent et qu'on a beaucoup, beaucoup de problématiques différentes déjà à gérer. Souvent, on est concentré sur notre propre pays. Moi, au Congo, on vient génocide depuis 30 ans. Il y a des personnes chez nous qui ne savent pas ce qui se passe dans les pays d'à côté. C'est une réalité. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des médias comme Afrique Résurrection. Évidemment, je dois faire un big up, mais c'est vrai que ça nous permet aussi d'apprendre des uns des autres sans avoir systématiquement besoin de regarder des médias de pays qui continuent à coloniser jusque maintenant. Donc c'est un devoir, c'est un appel à toutes les personnes qui suivent, qui peuvent avoir un impact, qui sont des journalistes, qui ont des émissions, peu importe, en tout cas qui a une voix qui porte. Il faut absolument qu'en tant qu'Africain, en tant qu'afro-descendant de partout, on parle de ce qui se passe actuellement dans Kanaki. D'ailleurs, cette force qu'on envoie, malgré qu'on soit vraiment vraiment très loin en termes de kilomètres, surtout avec la Kanaki, mais c'est vraiment important qu'on ait cette union, qu'on pense tous ensemble, qu'on envoie de la force tous ensemble, qu'on ait cette solidarité aussi, et qu'on se donne aussi des conseils stratégiques. On en a vraiment absolument besoin. Oui, mais aussi, est-ce que les Kanaks ont ouvert une porte de dialogue avec les gouvernements africains? Aussi, est-ce qu'il y a une forme de rapprochement? Je ne sais pas. Hein. Est-ce que les Kanaks pensent aussi à cela? C'est-à-dire se rapprocher de leurs frères africains, dialoguer, parce que aussi le combat, c'est... Si tu vois que tu es en train de pourrir, demande aussi au secours et on viendra t'aider. Nous, on peut faire ce qu'on fait parce que c'est une guerre informationnelle, comme tu le dis. Nous le menons à notre échelle, à notre niveau. Mais s'ils ont besoin de soutien, je pense qu'ils devraient ouvrir une porte. Pas forcément officialiser que... Là, tu parles avec le gouvernement. Je me dis, hein, rares sont aujourd'hui les gouvernements en Afrique, les régimes en Afrique ne sont pas eux-mêmes soumis aux intérêts soit de la France, soit d'autres pays anglo-saxons, les États-Unis. Tu sais, le nombre importe peu. Hein. Tu prends le cas de l'Afrique, on a l'AES, hein, ils sont 3, mais ils font la force à eux 3. Hein. Le nombre importe, même si c'est 4 pays africains qui s'alignent derrière la Nouvelle-Calédonie, c'est une bonne chose et c'est un bon début. Alors, si je peux me permettre, on travaille déjà avec les pays non alignés, qui étaient présidés jusqu'à l'année dernière par l'Azerbaïdjan et maintenant présidés par l'Ouganda. Donc, on travaille aussi sur une plainte au niveau de la CIGE, donc ça doit passer par l'Assemblée nationale des Nations Unies. Donc, l'affaire est en cours, donc on ne va pas vous dévoiler l'ensemble des connexions que l'on a. Et le travail est en cours. La question de la Cour internationale de justice est connue, donc c'est pour ça que je peux en parler. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire plus que ça sur les connexions qu'on a avec les différents pays, en tout cas des pays non alignés. Bonne chose. C'est un pays non aligné. Étant donné leur implication dans le génocide congolais, ils sont totalement de connivence avec notamment le régime de Paul Kagame. Ils sont très très actifs, notamment à la frontière. Vous avez cette ville-là de Bunagana qui est maintenant prise par l'Ouganda et le Rwanda. Donc je ne considère pas que l'Ouganda c'est un pays non aligné. Au contraire, ils sont ils sont vraiment en train de servir les intérêts étrangers, particulièrement américains. Donc il faut faire très attention aussi. Après, il faut voir comment est-ce que vous pourriez vous aider les uns les autres, et je pense qu'on a compris que c'était pas le meilleur endroit pour en parler. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi très important de faire des connexions avec la société civile, avec toutes les dynamiques internes qui sont en train de travailler, eux, avec une vraie vision de ce qui est en train de se passer et de la perfidie de certains régimes sur le continent. En tout cas, moi, je serais très, très, très contente de pouvoir en discuter avec vous, parce qu'il ne faut pas se tromper aussi. Quand on parle de pays non alignés, ils sont vraiment pas beaucoup. Hein. Dès qu'il y a un combat qui est mené, quel que soit le partenaire qui sera mis en place, alors j'entends très bien ce que tu dis et j'adhère, notamment sur l'Ouganda, mais tu vois par exemple que aujourd'hui, ce qui est reproché aux indépendantistes, c'est a priori que l'Azerbaïdjan serait
rentrer, qu'il y aurait des ingérences, etc. Et en fait, c'est toujours pareil en Afrique. Ce serait une ingérence russe, ce serait une ingérence chinoise, ce serait une ingérence de ceci et de cela. Et je pense que c'est important quand même que d'aller au-delà de tout ça et que les frères continuent à chercher le maximum de soutien. J'entendais il n'y a pas si longtemps Idrissa Berkane qui parlait du fait que, a priori, il y aurait certains une génération en Nouvelle-Calédonie qui, un peu kamikaze et qui n'hésiterait pas à aller directement à l'ONU pour pouvoir faire une demande en fait de reconnaissance de la Nouvelle-Calédonie comme un pays indépendant. Je pense que c'est peut-être même la solution en fait pour pouvoir faire bouger les lignes. Je ne sais pas si c'est dans leur stratégie et puis on verra bien hein, parce que c'est clair qu'on ne parle pas de stratégie, mais pour cela il faut un allié. Et je pense qu'aujourd'hui il faut aller vraiment dans l'extrême pour pouvoir leur faire comprendre que on n'est pas venu pour jouer quoi. On n'est pas venu au monde pour souffrir non plus quoi. Si tu me permets, je vais ajouter un truc. L'ONU ne sert à rien, frère. On va pas se mentir, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Les Kanaks doivent se mettre en idée que c'est un combat existentiel pour eux. Et je m'exprime, et je m'explique. La France joue sa souveraineté, mais aussi son existence dans l'Indo-Pacifique. Pourquoi je le dis? Parce que la France, déjà, elle seule, c'est la deuxième zone économique exclusive. C'est un point. Second point, elle est deuxième zone économique exclusive parce que 93% de sa ZEE vient de ces îles. Il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que sans ces îles, la France perd, 1, son statut à l'international, 2, elle perd son influence globale, 3, elle perd son influence géopolitique, 4, le plus important, elle perd sa capacité militaire. C'est-à-dire, on verra une France qui sera contrainte de réduire et de limiter sa capacité de projection de puissance en termes de marine française. On verra une France reléguée au rang d'inférieur. C'est ce qui se joue en Indo-Pacifique. C'est pourquoi moi je dis, ce combat ne doit pas être pris à la légère. Parce que ces gars seront prêts à vous décimer pour rester là-bas. Parce que c'est une influence qui se joue entre eux, les Chinois, les Russes et les États-Unis. Nous avons vu la création de l'AUKUS dans les années 2021-2022, qui ont sapé complètement la position de la France. Les Français n'ont pas digéré. Quand on voit déjà Emmanuel Macron se déplacer, c'est-à-dire que les enjeux sont énormes. C'est pour ça que moi je pose toujours, et j'insiste sur ma question Maud, est-ce que les Kanakis sont prêts pour aller jusqu'au bout? Parce que ce combat va aller jusqu'au-delà même de nos idées, de nos pensées. C'est un combat à un moment donné, je me dis, je ne veux pas être extrémiste dans ma façon de voir les choses, mais à un moment donné, il faut l'être. Beaucoup de Kanakis vont devoir se sacrifier pour cette liberté. C'est un fait. Parce que la France n'est pas prête et ne sera jamais prête à laisser sa zone exclusive économique pour des esclaves. Parce qu'en réalité, ils nous voient comme des esclaves. C'est ça la vérité. Donc c'est une question économique, c'est une question géopolitique, c'est une question géostratégie, c'est aussi une question d'intérêt. Donc tous ces problèmes cumulés se jouent dans un seul endroit. Donc, à un moment donné, nous, Africains, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est soutenir les territoires d'outre-mer, parce que nous subissons les mêmes réalités, nous sommes victimes des atrocités coloniales, néocoloniales, nous partageons cette même histoire, ce même historique, donc nous allons les accompagner du mieux qu'on peut, nous allons livrer cette guerre informationnelle, cette infoguerre, cette guerre idéologique, psychologique, parce que nous devrions la gagner. Il est primordial pour nous parce que si les territoires d'outre-mer perdent, nous aussi en Afrique, on risque d'être impactés. On n'oublie pas Haïti. Donc c'est une réalité globale, commune, qui nous est partagée. Donc, mon point de vue reste là et je me dis qu'il faudrait qu'on réussisse à briser les barrières, Maud. L'Africain doit prendre conscience que le dialogue est terminé. Nous sommes dans un rapport de force. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 20-30 minutes, Maud, tu as parlé de l'image. Effectivement, la France soigne son image à travers la propagande. LCI, BFM, TF1, etc. Ils nous pendent de fausses informations et certains moutons y croient. Nous devrions faire pareil. Nous devrions livrer ces guerres. Nous devrions les affronter dans le même terrain qu'ils sont en train de nous affronter.
C'est comme ça que nous allons gagner. Mais si nous restons dans une procédure où on se dit, on peut négocier avec le criminel. J'ai jamais vu un chef de maison qui s'apprête à négocier avec son braqueur. Ça n'existe nulle part. Il va négocier avec toi, mais à la fin, il va te foutre une balle dans la tête. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous, Africains, conscients de notre histoire, on puisse se poser de bonnes questions. L'inutilité de l'ONU n'est pas à démontrer, puisque de toute façon, c'est un organe qui a été mis en place par les pays dominants pour pouvoir continuer à asseoir leur domination et s'ériger entre guillemets, en chef du monde. Là n'est pas la question, en fait. C'est pas de se confier en l'ONU. Je parle du fait tout simplement que pour déclarer une indépendance, on va dire d'un point de vue strictement légal, bon, il y a une procédure, il y a des choses qui existent par rapport à ça. Et on dit souvent l'ennemi de mon ennemi est mon ami, même s'il n'est pas obligatoirement mon ami, mais l'objectif est tout simplement de pouvoir s'allier avec des personnes qui ont toujours cette volonté de faire mal à la France, parce que qu'on le veuille ou non, la France, par-delà le monde, aujourd'hui, n'est pas obligatoirement bien considérée, même par ses 10 alliés. Et donc, leur donner un coup par-ci, leur donner un coup par-là, aussi faible soit-il, j'ai envie de te dire, à un certain moment, il faut frapper là où on peut frapper, quelle que soit la possibilité que l'on a, ne pas hésiter à le faire, et à ce moment-là, on se retrouvera, on va dire, en position de frapper peut-être plus haut, plus fort, si on a pris juste un orteil, si on a écrasé juste un orteil, si on a... Il y a moyen de faire. Et donc, on est conscient que c'est pas avec des accords. Je pense que c'est quelque chose qui est acté. L'histoire nous l'a montré, nos expériences respectives nous ont montré que ce ne sont pas des gens avec qui on peut nouer des accords. Maintenant, quant au jusqu'au boutisme des Kanaks, je pense qu'aujourd'hui, enfin j'espère, par rapport à ce qu'ils ont compris, par ce qui s'est passé, que s'il y a une nation qui aujourd'hui n'a pas l'intention de baisser les bras vis-à-vis de la France, je leur fais confiance à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Je pense qu'ils sont au courant, mais je leur fais confiance parce que si nous, en Guyane, il existe parmi nous certaines personnes qui refusent de baisser les bras, quelles que soient les situations, je pense qu'eux aussi, ils sont totalement, en tout cas, il y a une bonne partie d'eux qui sont totalement dans cette vision, dans cette façon de penser, dans cette façon de voir. Dani, je rejoins évidemment ce que tu disais. Au niveau de la Kanaki, Romuald, et on le voit dans les commentaires d'ailleurs, on a cette impression qu'il y a quand même encore cette envie de vraiment discuter, de s'asseoir, d'essayer de trouver des formes de compromis. Mais est-ce que réellement vous y croyez? Mais j'ai envie de dire, on est obligé d'y croire parce qu'il y a tellement il y a près de la moitié de la population chez nous qui sont pas Kanaks, mais il y a quand même des personnalités, des mentalités fachos, racistes, que ça on ne pourra plus accepter. On ne peut plus accepter de vivre avec des gens qui veulent vivre avec nous en respectant certaines choses comme le fait colonial ou le fait qu'il y a un peuple premier. On était en train de parler des personnes avec qui on s'associe et pourquoi est-ce qu'on fait des choses et l'importance aussi de connaître l'histoire de chacun parce que finalement, vous allez pouvoir trouver avec, en Kanaki, vous allez pouvoir vous dire, ben, tiens, là on va s'associer avec l'Ouganda. Ça c'est quelque chose que vous venez de nous apprendre qu'on ignorait. Vous n'allez pas nous donner trop de détails, mais c'est important de connaître l'histoire de chaque pays, de chaque pays, etc. Je donne un exemple, là je viens de recevoir un article qui dit que voilà, on a Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui est en train de faire des accords de coopération avec le Rwanda. C'était déjà le cas, et là il est en visite à Kigali. C'est choquant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir que des gens ont une maîtrise de l'histoire, sont en train de comprendre ce qui est en train de se passer, ce que le Rwanda est en train de faire au Congo, par exemple avec ce génocide, et ensuite de ça, se comporter pareillement. Je suis d'accord qu'il faut pouvoir à un moment donné s'associer avec des personnes, faire certains partenariats, mais il faut faire très attention. Parce que comment est-ce que vous espérez vous sortir de la déshumanisation dans laquelle on vous met avec une population qui est capable, avec un régime qui est capable de l'autre, d'exterminer en fait ses frères et sœurs, d'être la main tendue, le proxy de grandes puissances.
C'est vraiment quelque chose de crucial. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que le Mali aujourd'hui est en train d'aller s'associer avec le Rwanda. De la même façon que j'entends directement Kanaki avec l'Ouganda, c'est vraiment des choses. Xavier, tu as exprimé ton point de vue, mais je crois qu'on ne va pas s'en sortir comme ça. Il faut vraiment qu'on apprenne chacun à maîtriser la géopolitique, l'environnement et ce qui se passe dans chaque pays. Parce que sinon, on va aller vers des personnes qui forcément n'ont pas des objectifs qui nous sont communs en fait. Et donc, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Je dois vraiment le dire comme ça. Je crois que les Kanaki, si vous... Oui, Que je te dis, moi je dis pas qu'il faut aller avec l'Ouganda, c'est pas ce que je te dis. Je te dis, quand le frère il te parle, il te dit que l'Ouganda mène aujourd'hui l'union des pays non alignés. Mais c'est juste ça en fait. Il t'a pas dit enfin en tout cas moi j'ai pas compris ça comme ça, qu'ils avaient un accord avec l'Ouganda, mais avec les pays non alignés en eux-mêmes. Donc l'Ouganda, bon aujourd'hui a la présidence de ce truc. Mais est-ce que c'est directement avec l'Ouganda? Enfin, je suis pas sûr que ce soit ça. Et d'un autre côté, comme je t'ai dit, moi, je suis pas, je fais attention à ce genre de choses, bien sûr, ce qui est logique. Je pense qu'il faut nouer des accords avec tout ce qu'il est possible de nouer en gardant évidemment les principes qui sont les nôtres. Mais dans certaines guerres, il est arrivé, par exemple, que certaines personnes nouent des relations avec des personnes que l'on disait, entre guillemets, je parle pas spécifiquement de l'Ouganda, mais que l'on disait mauvaises, méchantes, etc. Et pourquoi? Parce que, ben, au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce que, comment ça encore, de la propagande qui est faite, parfois, ben, c'est avec ces personnes-là qu'il faut s'allier, en dépit, on va dire, euh, de l'image, des idées, de ce qui est traversé. Maintenant, je parle pas, on s'entend que je ne parle pas spécifiquement de l'Ouganda ou d'autres pays qui seraient comme ou le Rwanda, par exemple, dans le meurtre, dans ce qu'ils font aujourd'hui en Afrique. le génocide. Non, non, en fait, Rock, c'est ce que disait Rock, hein, on n'a pas de relation, de lien privilégié avec l'Ouganda. C'était juste que l'Ouganda avait la présidence du mouvement des non-alignés, dont on est observateur, avec le FLNKS. Donc, ça permet d'avoir des contacts, des relations. Mais si vous voulez, pour une nation comme nous qui n'exerce pas les compétences des relations extérieures, on n'a pas de ministre des Affaires étrangères, c'est encore la France qui gère ça pour nous. On n'a pas forcément une bonne maîtrise de ce qui se passe dans le concert des nations. C'est assez nouveau pour nous et c'est compliqué de sortir parce qu'on est on est tout le temps surveillé par la France. Safia, on est en train d'approcher à la fin, vers la fin du live, pardon. Qu'est-ce que tu aurais comme mot à rajouter avant qu'on puisse le tirer? Bah, ce qui me ravit, c'est que, en tout cas pour les personnes qui sont intervenues sur ce live, nous sommes à peu près tous et toutes au même niveau d'information et d'éveil. Je constate que on a compris à qui on a affaire et les pièges dans lesquels ne plus tomber. Et nous sommes jeunes, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous sommes la génération en capacité d'agir, en capacité de prendre des risques, en capacité d'assumer la douleur et le danger qui va avec notre lutte. Et nous sommes la génération aussi qui va transmettre à la suivante et qui va transmettre les bonnes infos, les bons comportements. Je vais prendre juste un exemple. Tu as pensé à la vision d'avenir et à se dire, les minerais, le pétrole, toutes ces choses-là souterraines ne sont pas forcément la solution d'avenir pour nous. Il y a d'autres portes qui vont mener vers un avenir lumineux, pas forcément celle-là. Et on va transmettre ça à la génération qui arrive. Je suis totalement optimiste et je le suis encore plus après un live comme ça parce que je constate que notre jeunesse, c'est-à-dire les moins de 45 ans, on est solide dans nos têtes, on sait où on va, on a compris aussi l'essentiel qui est de se rassembler. Donc d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont accepté de venir discuter ce soir sur ce live et toutes les personnes qui sont très nombreuses et qui sont venues s'informer sur le live. Merci à tous. Joël? Alors moi, à la vue des images,
en Kanaki, ça me donne beaucoup d'espoir. Et je pense qu'on est la génération qui doit quelque part se sacrifier. Je pense aussi qu'on a compris qu'il faut cesser de demander, il faut prendre. Souvent, j'entends, on ne nous respecte pas, on demande le respect, on demande ceci, on demande cela. L'heure n'est plus à demander, il faut prendre. Voilà, donc j'espère qu'on va progresser dans la convergence, qu'on va continuer ce type de live, ce type d'échange entre différentes colonies. Et voilà, je veux dire aux Kanaks, même si ils sont peut-être moins nombreux que les autres sur ce live, parce qu'on leur a coupé les accès, de tenir bon et qu'ils sont pas seuls. C'est intéressant de voir la détermination qu'il y a partout. Maintenant, j'appelle de mes voeux qu'on ait la possibilité on va dire, de fédérer un maximum de personnes, parce que la solidarité que j'ai envie de voir vis-à-vis du peuple kanak passe au-delà de peut-être de nos paroles et de nos mots, mais que l'on passe aussi parfois sur nos territoires à une action qui noirait, un peu l'intervention qui est faite en Kanaki, que le gouvernement français ne puisse plus savoir où donner de la tête et qu'on puisse lui donner un bon coup une dernière fois. Ceci étant, je ne peux que féliciter les frères Kanak pour leur détermination qui ne date pas d'aujourd'hui. Je loue leur unité, mais c'est surtout que j'ai envie qu'ils ne se fassent pas avoir par un énième accord qui serait bafoué dans tous les cas, parce que la France ne connaît que ça. C'est ce qu'on peut retenir en tout cas de l'histoire et que, en fait, qu'on aille vraiment vers ça. Voilà. Merci mon frère. Romuald, Roch, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour clôturer ce live? D'accord. Roch d'abord, et après Romuald. D'abord, un grand merci. Un grand merci pour cette solidarité, ce live. Les intervenants, c'est vrai que on intervient très peu parce que vous connaissez bien notre histoire, vous connaissez bien les problématiques parce que beaucoup l'ont connu. Et nous aussi, on suit ce qui se passe dans les autres endroits du monde, en particulier en Afrique, dans les dom-toms. On a des liens avec tout l'outre-mer, que ce soit au niveau des syndicats qui associent Ligue de libération nationale et Ligue de libération sociale. Et pour nous, et connaissant un peu notre histoire, si on ne gagne pas ce coup-là, nos enfants vont encore mourir pour l'accession du pays à la pleine liberté, à la pleine souveraineté. Donc, quelque part, on n'a pas le choix que de devoir gagner ce coup-là, parce que sinon nos enfants vont encore mourir demain, quoi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette chaîne de solidarité, et ça fait chaud au cœur. Merci. Voilà, un petit mot aussi pour conclure. Pareil que Roch, hein, merci beaucoup à toute la solidarité. Ça fait chaud au cœur de voir tous ces soutiens du grand continent africain, mais aussi des Outre-mer, mais partout dans le monde, hein. Comme on l'a dit dans cet échange, c'est le partage d'expériences qui va nous permettre de gagner contre la France. Justement, on parlait de stratégie, c'est les expériences que chacun a eues dans ce conflit son conflit avec la France ou même à notre colonisateur qui va nous permettre à nous, peuple kanak, de nous inspirer de ce qui a été fait. Roch et moi, on est des responsables politiques, donc j'ai senti parfois que vous aurez aimé qu'on vous en dise plus, mais il y a des choses qu'on peut pas dire en tant que responsable parce que ça nous engage. Donc, peut-être pour la prochaine fois, vous pouvez avoir je sais pas, des intellectuels ou nous on peut revenir, mais voilà, on aura toujours cette réserve parce que là, en ce moment, le conflit il est latent, il est là, donc il y a voilà, comme je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais en tout cas, merci à tous pour vos soutiens. Et en tout cas, le peuple kanak ne se soumettra pas et on ira à la victoire. Voilà, merci. Merci beaucoup les frères, merci infiniment.
Moi, je dirais de vraiment rester dans cette logique d'autodétermination, parce que personne ne va venir nous sauver, ni Jésus, ni l'ONU. Et tout à l'heure, on parlait d'une vision long terme. Ben, on est forcément obligé d'inclure les générations qui sont après nous. Et c'est pas anodin que ce soit des personnes aussi jeunes qui se tiennent sur les barrages, parce que ce sont les premières, en fait, à être touchées de plein fouet par le génocide par substitution. Et on pourrait croire qu'ils comprennent pas, qu'ils sont jeunes et énervés. Non, ils comprennent très bien. Il faut leur donner les éléments, leur donner les clés pour justement être dans la transmission. Et, force à la Kanaki, on est avec vous, on vous soutient et on va y arriver. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui était là ce soir. Merci à nos frères Romuald et Roch de la Kanaki. Merci à notre sœur Jay qui vient de parler de la Martinique. Merci à Joey qui est militant aussi d'Urgence panafricaniste. Il représente l'Urgence panafricaniste, notre organisation au niveau de la Martinique. N'hésitez pas à le contacter évidemment. Un autre militant d'Urgence panafricaniste qui est avec nous ce soir, c'est Xavier Nelson et en Guyane. N'hésitez pas aussi à le contacter. Merci infiniment à toi, ma sœur Safia. Je sais qu'il est déjà vraiment tard là où tu es, mais tu as résisté. Je pense qu'en plus, tu te couches tôt d'habitude. Donc, c'est vraiment super. Dani, comme d'habitude, tes interventions, toujours comme il faut. Et j'encourage vraiment les gens à ne pas manquer, évidemment, tes chroniques, tes émissions sur Afrique Résurrection. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai vu dans les commentaires des gens qui disaient qu'il fallait refaire un live pour parler. Je pense que de toute façon, la situation va évoluer. On va continuer à faire des lives. On va démultiplier les lives sur Afrique Résurrection. Bien entendu qu'on va faire un live sur la RDC. Je l'ai lu plusieurs fois. Ça, c'est certain. Avec moi, ça ne va pas manquer en tout cas. Dani, tu vas souffrir. On va beaucoup parler de la RDC. Hein. Tu vas vraiment beaucoup souffrir. Et puis évidemment que le prochain live qui va prendre place sur Afrique Résurrection, c'est un live qui va parler de la crise actuelle, de ce qui est en train de se passer entre le Niger et le Bénin et le craquage de Patrice Talon qui pense pouvoir s'acharner sur un des plus grands combattants de notre temps et il est tombé sur la mauvaise personne. Kémy Seba n'a pas son temps et donc on va en parler dans pas très longtemps, justement la semaine prochaine. Parce qu'il y a beaucoup à dire. En tout cas, Patrice Talon, c'est dommage. Il est déjà en train de comprendre ce qui va lui arriver prochainement. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. J'envoie beaucoup aussi de force à tous les mouvements de résistance qui sont en train de devoir se battre comme jamais. J'envoie aussi beaucoup de force à tous les militants. Bien sûr, je pense au Congo, toutes les victimes qu'on a tous les jours, ça continue. Je rappelle qu'il y a un génocide. Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Malheureusement, les autres pays africains sont très très peu informés sur la situation. Il y a une espèce de narrative mensongère comme ça qui s'empare vraiment du continent, de la diaspora, qui voit notamment un espèce de malade mental génocidaire comme Paul Kagame, comme un soi-disant panafricaniste. Et on doit vraiment faire attention à ça. On doit vraiment se renseigner sur des médias comme Afrique Résurrection, sur d'autres médias qui vont nous donner notre perspective de ce qui se passe réellement. J'envoie aussi beaucoup de force au peuple palestinien parce que je crois que là, ils sont dans une phase extrêmement difficile. C'est vraiment comme la fin de leur éradication. Et donc, j'espère qu'ils vont aussi rester debout. On sait qu'il y a beaucoup de racisme envers les Noirs en Palestine. Et c'est très important, je crois, de garder notre humanité et de montrer notre solidarité avec tous ces peuples-là qui résistent et qui nous donnent une belle leçon aussi de vie, de résistance. Donc, on doit vraiment s'inspirer. Dani, je vais te laisser le dernier mot. Tu étais mon co-modérateur et on sera co-modérateur sur tous nos lives. Donc, je t'écoute. Tout ce que je peux dire, c'est persévérance, autodétermination, union et volonté de puissance. La France est en train de changer de stratégie. Et comme c'est un live dédié au peuple kanak, tout ce que je souhaite vous dire ce soir, c'est doubler de vigilance. Il s'agit d'un combat générationnel, civilisationnel, donc ce n'est pas le temps d'entrer dans des distractions. La France ne vous traitera jamais comme un partenaire et comme un esclave. Donc, en bon entendeur, je vous salue et merci d'avoir été dans le live. Et je remercie aussi les participants, Safia, belle intervention, Jay, le reste des frères.
Merci d'avoir été là et j'espère que dans les prochains lives, on pourra aller dans d'autres univers. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne Au revoir. soirée.